Donc ce soir, tu vas nous parler des ligues, donc ligues nationalistes, comme tu les nommes, durant l'entre-deux-guerres en France. Donc Mmh. je le dis pour ceux qui sont sur Discord et ceux qui sont sur Twitch, si vous avez des questions, bien n'hésitez pas à les écrire. Je les transmettrai à l'occasion à notre très cher présentateur. Donc Francis, à toi la Je peux parole. commencer? Merci. Alors, merci. Heu, Pourquoi déjà avoir précisé déjà ligue nationaliste et ensuite pourquoi l'entre-deux-guerres? Eh bien parce que, les ligues dans l'imaginaire collectif, c'est évidemment associé à la droite radicale, à l'extrême droite. Cependant, il ne faut absolument pas oublier que c'est un phénomène, déjà qui n'est pas que français, qui, est aussi européen et même dans une certaine mesure aussi américain et surtout qui n'est absolument pas propre à la droite. Donc là, tu peux mettre la deuxième e diapo, s'il te plaît. Oui. Voilà et donc là, vous avez, une image de la Ligue des droits de l'homme et une carte de ligueur de la Ligue de l'Action française. Parce que la Ligue, ce n'est pas propre à la droite, ce n'est pas un mode d'action et d'organisation politique propre à la droite radicale. La gauche aussi l'a occupé. On peut citer, des ligues sur des, domaines très variés. Par exemple, en 1868, pardon, a été fondée la Ligue pour l'enseignement. En 1898, la Ligue, des droits de l'homme. Vous avez eu, également en, 1882, la Ligue de la patrie française. Donc voilà. Donc le champ idéologique est très vaste et on a les 2 opposés, les 2 extrêmes. Hem, En fait, qu'est-ce qu'une ligue? Eh bien, la définition déjà est pas forcément facile. C'est une structure politique qui émerge dans la, 2e moitié du 19e siècle, à une époque où l'alphabétisation, se massifie et on n'a pas encore forcément de, cadre juridique pour les associations. Donc, la loi de 1901 n'est pas encore le cas en France. Heu, on n'a, aussi pas forcément de parti encore structuré et donc les ligues, c'est une première façon pour les masses d'entrer dans la politique. C'est une première modalité et comment on définit, une ligue? Eh bien, généralement, on fait ça comme une association ou un groupement de personnes qui défend une cause donnée, sans passer par la voie électorale, par la mobilisation populaire. Cependant, cette définition, elle est problématique dans une certaine mesure, ou du moins elle est incomplète, quand on tente de qualifier les ligues de l'entre-deux-guerres. Par exemple, vous avez, Jean Philippé qui, lors d'un, colloque, en 2010, il me semble, s'est interrogé sur comment justement cette question de la participation électorale peut brouiller les pistes. Vous avez typiquement une ligue comme, les Jeunesses patriotes vont avoir des députés. Certaines ligues vont même se participer effectivement aux élections. Donc la distinction entre un parti, une ligue peut n'est pas forcément nette. Alors, quelles sont les caractéristiques un peu qu'on peut faire, aux ligues? Déjà, il y a malgré le fait qu'elles défendent des causes, objectivement politiques, elles revendiquent un certain apolitisme. Que ce soit la Ligue des droits de l'homme ou, la Ligue des patriotes ou autre, elles revendiquent un certain apolitisme en ce sens qu'elles estiment que leurs valeurs ne sont pas des valeurs politiques, mais sont des valeurs consensuelles, comme ça. Donc, qui n'ont pas vocation à vraiment être politiques, mais qui sont simplement sociales. Ensuite, est-ce qu'on peut, distinguer est-ce que les ligues nationalistes ont néanmoins une spécificité? D'après, Serge Bernstein, oui, elles sont ce qu'il appelle des ligues activistes et qui, se distinguent de la plupart des ligues, d'extrême gauche. On peut noter ainsi les critères qu'il emploie, c'est, une absence de programme, complet. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un programme, on va dire, fiscal, sécuritaire, politique, parce qu'ils ne défendent qu'une seule cause, une seule valeur, on l'a vu, mais ce sont des valeurs anti-parlementaires. Ce n'est pas le cas forcément des ligues à gauche. C'est également une utilisation de la violence de rue, qui n'est pas forcément dans un sens où, il y a une volonté d'attaquer forcément l'adversaire, mais c'est très présent dans la culture de ces organisations, ce qui est pas C'est l'ép forcément le cas à gauche, mais qui peut se retrouver. On a c'est par l'époque exemple aussi, des hein. mouvements antifascistes qui pardon? C'est l'époque aussi, hein. L'époque est à la violence Oui. politique de manière générale. Oui, mais c'est quand même un trait spécifique de ces mouvements, même si ce n'est pas propre à eux. Et enfin, on a, un troisième pilier, c'est que ce sont des mobilisations, mais ce sont des mobilisations épisodiques. On parle parfois de flambée ligueuse pour parler, des années 20 par exemple. C'est-à-dire que
c'est éphémère, c'est généralement fait en réaction. Donc c'est ça que, Serge Bernstein appelle des, ligues activistes. Et En les ensuite ligues ne sont donc pas à confondre, pardon, avec, par exemple, les associations d'anciens combattants qui ne sont pas nécessairement des ligues? Voilà, les associations d'anciens combattants ne sont pas des ligues, mais encore une fois, la distinction peut parfois être floue parce que, parfois, les associations d'anciens combattants peuvent défendre un certain nombre d'intérêts, catégoriels et là, par exemple, lorsque les associations d'anciens combattants vont, manifester, c'est par exemple le cas du 11 juillet 1926 pour, réclamer une, revalorisation de leur pension. Est-ce qu'on peut considérer qu'ils défendent, des Ah oui. revendications catégorielles? Est-ce qu'on peut dire qu'ils manifestent dans le cadre des ligues parce qu'à cette occasion-là, ils sont soutenus par les ligues? C'est pas for La distinction n'est pas forcément, nette et donc ensuite, là, d'un aspect plus chronologique, je vais rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc déjà, on va parler des années 30, mais il y a déjà un passé ligueur qu'il faut avoir en tête. Globalement, on a eu en 1882, j'en ai, parlé, c'est la création de la Ligue des patriotes. Alors, je vais être très bref, mais globalement, c'est une association qui va se tourner vers un nationalisme plébiscitaire. Bon, ça se fait progressivement, mais ça devient vraiment la première organisation politique à droite. C'est vraiment la première organisation politique à droite, même si forcément elle n'a pas été forcément fondée comme ça et elle va survivre, mais dans un état, catastrophique jusqu'à, la seconde guerre jusqu'en 1919. Elle n'existe quasiment plus que sur le papier. Elle est présidée par Maurice Barrès depuis 1914, mais Ah oui. elle existe quasiment plus que sur le papier et il y a une autre ligue qui existe, qui est la Ligue de l'Action française, qui a été fondée en 1905 et qui est la dernière ligue active à droite lorsque la Première Guerre mondiale se termine. Cependant, elle est meurtrie, complètement désorganisée, parce qu'une grande partie de ses cadres sont morts pendant la guerre. Donc, en fait, au lendemain de la Première Guerre mondiale, au début de la période, les ligues sont dans un état très difficile. D'une part, vous avez la Ligue des patriotes qui n'existe quasiment plus et en 1905 et vous avez l'Action française qui a perdu une grande partie de ses cadres à la guerre. Néanmoins, les ligues, bénéficient de 2 facteurs. Premièrement, la Première Guerre mondiale a normalisé en quelque sorte certaines de leurs thèmes par la culture patriotique qui s'est développée, mais également par le fait qu'elles ont par exemple, l'Action française a soutenu le gouvernement Clémenceau, donc elle en retire un certain prestige. De la même façon pour Maurice Barrès, qui a été très exposé pendant cette période et deuxièmement, va, se constituer ce qu'on appelle le bloc national. Alors le bloc national, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on dit, une union des droites et d'ailleurs l'Action française n'en est pas membre de la même façon que, beaucoup d'autres députés de droite radicale, mais, pour l mais ce sont une coalition assez hétérogène qui va, des radicaux socialistes jusqu'à, la Fédération républicaine. Ouais, c'est très C'est large. le Fédération républicaine, juste, je donne une indication, c'est le parti, on va dire, parlementaire le plus à droite qu'on trouve sous la, 3 République et c'est, considéré comme une droite parlementaire modérée. Et donc on va avoir Ce sont des cette coalition conservateurs et libéraux, assez classiques, en somme. Disons que bah, en fait, c'est compliqué parce qu'en plus, après la Première Guerre mondiale, la 1re guerre mondiale est une période de mutation aussi pour la fédération républicaine. C'est-à-dire qu'initialement, la fédération républicaine est fondée plutôt par, des progressistes, libéraux effectivement, mais elle va petit à petit, transformer enfin, c'est un autre sujet, je veux pas trop rentrer dans les détails. Hem donc la fédération républicaine arrive au pouvoir et pendant cette période, alors les ligues ne sont pas incluses dans le bloc national, elles n'ont pas de députés. Cependant, un certain nombre de membres des droites radicales va entrer au parlement et Mmh. vont tisser des liens avec la droite parlementaire. C'est le cas, par exemple, de quelqu'un comme, Léon Daudet qui est élu alors qu'il n'est pas inscrit, qui siège, chez ce qu'on appelle les indépendants. C'est, notamment des députés de droite radicale, qui ne sont pas inclus dans le bloc national. Mais vous avez également Xavier Vallat, qui alors n'est pas membre exactement de l'AF, mais qui en est proche et qui va, rester longtemps député, qui va rejoindre la fédération républicaine justement. Donc certes, les droites radicales, les héritiers des ligues ne sont pas intégrés au bloc national, mais ils tissent des liens parce que certains d'entre eux arrivent au parlement Ouais, ils et ont des atomes ensuite crochus.
Oui, voilà, voilà. Et par exemple, vous avez l'Action française va soutenir le gouvernement Poincaré en 1923 lorsqu'il va décider, d'occuper la Roure pour garantir les réparations. Cependant, et là on va arriver vraiment au début de la période, tu peux changer de diaporama, on va arriver à la chute du, gouvernement du bloc national en 1924. Parce qu'en 1924, il y a une défaite et cette défaite, alors il faut préciser qu'on est, en un mode de scrutin extrêmement bizarre, qui fait que la droite arrive à être majoritaire en voix, mais perd en nombre de sièges. Et là, la droite, c'est quand même la défaite de la droite, c'est une surprise du point de vue des militants et des acteurs de la droite. Et on a le cartel des gauches, donc qui est une union qui va des radicaux jusqu'à la SFIO, qui arrive au pouvoir en étant gouverné par, Henriot. Édouard Et Herriot, oui. c'est une défaite, Édouard Herriot, oui. Et cette défaite, c'est un peu un traumatisme parce qu'on ne comprend pas pourquoi y arriver. Et donc l'analyse qui est faite majoritairement à droite, c'est premièrement un défaut d'organisation. C'est-à-dire, l'idée, c'est que, les partis de droite ne sont pas assez structurés, pas assez organisés et donc il va y avoir un bouillonnement intellectuel à droite sur comment organiser un parti, comment mobiliser les militants et les électeurs. Ça va être une grande réflexion qui naît à la fois, mais qui naît plutôt dans les milieux de droite parlementaire et il y a également, heu, une une très grande peur, du cartel des gauches qui est la mobilisation au départ, va se faire sur 2 thèmes. Premièrement, il y a le thème de la laïcité, c'est-à-dire que le gouvernement, du cartel des gauches va mener une politique, de laïcité très offensive. Il annonce, fermer l'ambassade du Vatican en France. Il annonce, heu, il annonce également la fin de la dérogation, religieuse pour l'Alsace-Moselle, donc les ce qui est attaqué. Voilà. Donc là, ça va mobiliser, mais ce qui va vraiment, vraiment le point de crispation, ça va être en novembre 1924, le le transfert des cendres au Panthéon de Jaurès, qui va être l'occasion à Paris d'une manifestation du Parti communiste français, qui rassemble plusieurs, dizaines de milliers de membres. Il faut comprendre qu'à l'époque, le Parti communiste français, c'est un tout petit parti. Ils font 26 députés aux élections et c'est la première fois qu'ils sont vraiment visibles dans l'espace public. Et donc, ça va vraiment, traumatiser la droite. C'est 3 phénomènes successifs, c'est 3 événements successifs. La défaite aux législatives, l'annonce de la reprise de la guerre religieuse et comment dire? La manifestation des communistes à Paris, c'est un traumatisme pour la droite à l'époque. Et on voit que déjà, dans le courant de l'été et du début de l'automne 1924, on a déjà la base des catholiques qui s'active. Dès juin 1924, on commence à avoir quelques manifestations de catholiques contre la politique, heu, de laïcité du gouvernement Henriot. On a déjà les premières choses. Ensuite, on a, avant même la victoire du cartel des et en non pardon, et très rapidement, vous allez avoir la formation de nouvelles organisations, ce sont les ligues. On a une renaissance des ligues et on a la deuxième génération qui arrive à ce moment-là et qui est motivée par ces 2 combats initialement. Et la plus importante, c'est la Ligue, des patriotes, la jeunesse des patriotes, mais les jeunesses patriotes, c'est un lapsus révélateur parce que en fait, quand vous regardez les ligues, globalement, vous avez la Fédération nationale catholique, fondée par, Castelnau. C'est une organisation qui vise à coordonner les diverses initiatives catholiques dont je disais qu'elles commençaient à émerger. Donc voilà. Elle a été fondée par Castelnau, alors c'est un général, mais c'est un député, il a été député de l'Aveyron Régis de et il est Castelnau, non? président il est président de la Ligue des patriotes. Vous savez, la vieille ligue, ringarde qui, végétait depuis 20 ans. Maurice Barrès. Ensuite, vous avez les Jeunesses patriotes. C'est fondé par Tétinger. Tétinger, alors qu'il est plus tout jeune, il a 36 ans à l'époque, qui est député lui aussi, et qui est, à la base, les Jeunesses patriotes sont la branche jeune de la Ligue des patriotes. Et ensuite, vous avez la Ligue républicaine nationale qui est fondée par Millerand. Alors lui, Millerand, c'est déjà un dinosaure de la politique à cette époque-là. C'est un ancien, président du conseil et il est président d'honneur de la Ligue des patriotes. Donc, vous voyez qu'à l'exception du faisceau, qui lui est une dissidence de la Ligue d'action française, les ligues ne renaissent pas
à partir du milieu de la droite radicale, elles naissent, à partir des milieux de la droite parlementaire qui a noué des contacts et qui a repris l'héritage des vieilles ligues d'avant-guerre, d'avant la Première Guerre mondiale. C'est ça, en fait, comment fondent les ligues. Alors, il faut un petit peu nuancer. Typiquement, Tétinger, avait, déjà Tétinger, était dès avant même la guerre, avait déjà ce projet lui qui vient de la droite plébiscitaire, proche de Déroulède, avait déjà la volonté d'aller vers les républicains conservateurs, pour un peu faire, une union, en fait, des plébiscitaires et des conservateurs. Alors il faut, donc c'est sur ces 2 thèmes qu'ils vont se mobiliser et très vite, il y a, un succès, considérable, qui se met en place. On estime qu'à l'époque, on a entre 150 dans la période 1924-1926, on a, 150 000 à 200 000 ligueurs qui sont actifs. Ah, c'est pas C'est mal. considérable, c'est considérable pour ces, organisations. Elles, et notamment, elles vont avoir une certaine modernité dans leur approche. Typiquement, vous allez avoir la Fédération nationale catholique, c'est le premier cas, à ma connaissance, c'est le premier cas où vous allez avoir une sonorisation des discours. Avec des Vous avez mégaphones? également un usage de l'automobile qui, pour le coup, va rester longtemps un apanage des ligues, parce qu'il faut quand même un certain nombre de moyens financiers. Donc vous allez avoir, donc les ligues vont avoir des unités motorisées pour aller, pour déplacer leurs militants. Vous allez avoir toute une logistique qui se met en place pour amener des manifestants d'un point à un autre. Ça peut sembler, anecdotique ce que je vous raconte, mais ça l'est pas du tout, car vous avez une modification complète du rapport, au à l'espace. Typiquement, la sonorisation, ça peut paraître anecdotique, mais avant, bah, en fait, il n'y avait que l'assemblée qui assistait à une manifestation, qui écoutait votre discours. Désormais, c'est tout le quartier qui est au courant. Mmh. Pareil, pour quand vous avez l'automobile, vous changez complètement l'échelle de la mobilisation et par exemple, Strasbourg, qui à l'époque, fait à peu près, 180 000 habitants, on va avoir une mobilisation de plus de 50 000 manifestants à Strasbourg, à la fin d'année 1924. Waouh! Pareil pour Nantes, qui reçoit 50 000 manifestants aussi. Comment de tels rassemblements sont possibles? Mais parce que, grâce à l'automobile précisément, grâce à cette logistique qui est mise en place. Et d'ailleurs, tout cela a lieu également parce que, face à la politique du cartel, vous allez avoir, les banquiers et les industriels, mettent la main à la pâte et financent, en fait, tout ce qui est anticartéliste ou vaguement anticartéliste, c'est arrosé de pognon très facilement. C'est d'ailleurs pour ça que le groupe, du faisceau de Georges Valois, est arrosé, Mmh. d'argent alors qu'il écrit des textes très anti-bourgeois et anticapitalistes dans, son journal Le Nouveau Siècle. Les Donc forces vraiment, du il finance capital beaucoup se la banque. mobilisent. Voilà. Et donc les manifestations, c'est vraiment énorme, le nombre de manifestations est vraiment énorme. Pour vous donner une idée, en 1924-1926, une majorité absolue des manifestations en France, ce sont des manifestations organisées par la droite contre le cartel. La majorité des manifestations sur période. C'est colossal et parmi eux, les catholiques sont à la pointe. Je crois que les catholiques, c'est la majorité des manifestations viennent des catholiques, donc organisées par la Fédération nationale catholique. Elle a rien que les catholiques, c'est 2 millions de personnes qui assistent au rassemblement catholique. Donc c'est énorme. Sur une France, je rappelle, 40 millions d'habitants à l'époque. Mmh. Donc c'est colossal, et ça fait reculer le cartel. Ça marche. C'est-à-dire, je crois que le 10 avril, Henriot démissionne, on abandonne la fermeture de l'ambassade au Vatican, on abandonne, l'expulsion des congrégations. Donc ça fonctionne. Le gouvernement recule. Et le mode d'action des ligues, quel est-il? C'est globalement, on fait des manifestations, donc c'est la manifestation de rue, la mobilisation de rue. C'est, avec un service d'ordre, très encadré, très très costaud. Il y a souvent des bagarres et c'est également une période très violente politiquement. On a par exemple, au printemps 1925, on a 2 militants de la Fédération nationale catholique qui sont tués à Marseille. On a la, célèbre fusillade de la rue, d'Henrémont, où il y a 4 membres des Jeunesses patriotes qui sont, assassinés par, des communistes. Je dis bien assassinés car il y a eu un guet-apens, c'était prémédité.
Donc, il y a une certaine violence politique et évidemment, les ligueurs n'hésitent pas aussi à donner le coup de poing. Il y a des, expéditions, dans les mairies, dans les communes tenues, par les communistes pour aller faire le coup de poing là-bas. Mais quand on compare ça, avec ce qui se passe, en Allemagne ou l'Italie quelques années avant, le niveau de violence n'a pas grand-chose à voir et on voit notamment, suite à à l'affaire de la rue d'Henri-Mont, quand vous regardez les interventions au parlement de Tétinger, par exemple, il n'est pas dans une logique de: «On va mettre de l'huile sur le feu, on va pousser à l'affrontement sur les communistes». Il y a une vraie peur, il y a une vraie peur de la guerre civile quand même chez les ligues et c'est ça qui va un peu, repousser, cela et c'est ça qui fait que les situations ne sont pas forcément comparables avec l'Italie et l'Allemagne à la sortie de la guerre. Alors, un mot sur, l'idéologie un peu des ligues. En fait, objectivement, à part l'Action française, il y a pas vraiment d'idéologie bien définie. C'est plus des slogans, voilà, on est plus sur du slogan, des mots d'ordre assez simples pour mobiliser les militants. Néanmoins, on peut dire un certain nombre de choses. Il y a une nostalgie non pas de la guerre, mais de la façon dont l'État était géré pendant la grande. C'est-à-dire que premièrement, on a apprécié le renforcement de l'exécutif sur le parlement. Le gouvernement Clémenceau notamment a assuré ça. On a une nostalgie de l'union sacrée. Les Français, étaient, unis, dans des valeurs patriotiques et ensuite il y a autre chose il y a un autre point, c'est qu'il y a une nostalgie de la façon dont l'État était organisé, la modernisation. Les on considère que il y a le thème de la réforme de l'État dans les années 20 et surtout dans les années 30 est omniprésent et donc c'est ça l'idéologie des ligues. Volonté d'unité nationale, renforcement de l'exécutif et modernisation de l'État. Alors modernisation de l'État, évidemment, ils ne sont pas forcément d'accord sur ce qu'on met derrière, mais c'est quand même, là. Là, vous avez globalement, c'est les mots d'ordre, vous savez ce qui motive à peu près les ligues. Voilà et parmi toutes celles-ci, les jeunesses patriotes vont clairement, dominer le terrain et l'apogée des ligues va arriver jusqu'à une période où, suite à une manifestation devant le Palais Bourbon, ils vont Mmh. réussir à faire tomber le parlement. La Cette date, fameuse, c'est le 6 février 1934. non, Ah le non, 20 juillet 1926. Parce que mince. le 20 juillet 1926, les ligues vont manifester devant le Palais Bourbon et le gouvernement de cartel des gauches, alors ce n'est plus Henriot qui est, président du conseil, c'est un autre, je suis désolé, j'ai oublié son nom, va tomber ce jour-là. Alors évidemment, ce n'est pas cette manifestation-là qui en est la cause, mais la pression continue qu'a mis les ligues sur le cartel des gauches y a évidemment contribué. Voilà. Et suite à cela, c'est Poincaré qui incarne la droite à l'époque, qui va arriver au gouvernement. Donc les ligues ont obtenu un succès et pour revenir au 6 février 34, le 6 février 34, elles vont s'en souvenir du 20 juillet 1926. Elles vont se souvenir qu'elles ont déjà réussi à faire tomber un gouvernement, évidemment. Mmh. Ensuite, alors comment, donc elles ont fait une mobilisation, très importante. J'ai dit qu'elles sont responsables de la majorité, de la des manifestations de rue en France, à l'époque, elles ont en fait, quand on regarde le milieu parlementaire de l'époque, il s'intéresse énormément aux ligues. Hem, j'ai dit qu'ils étaient en pleine réflexion organisationnelle sur comment on organise un parti. Eh bien, les ligues font partie de ce renouveau, de cette modernisation, pas de l'État, mais modernisation des partis politiques de droite. C'est-à-dire que alors, bon, on a souvent l'image des partis de droite de l'époque, qui sont l'Alliance démocratique et la Fédération républicaine comme en gros des clubs de notables. Alors, c'est à nuancer, c'est pas complètement ça, mais les ligues vont leur donner une nouvelle impulsion et vont moderniser ces partis-là. Vont moderniser ces vieux partis, vont participer à leur modernisation et va se mettre en place une relation entre les partis de droite parlementaire et les ligues, c'est qui est que globalement, les ligues servent d'outils de mobilisation. Elles assurent le service d'ordre. On est service d'ordre, c'est important à l'époque, notamment parce que c'est très fréquent, c'est un peu dans la culture politique de l'époque que, les adversaires viennent apporter la contradiction lors des réunions publiques. Elles assurent la distribution des tracts, elles assurent, la propagande, donc elles servent de mercenaires carrément quasiment on peut dire, aux partis, aux partis parlementaires, aux partis de droite parlementaire et en échange de quoi, vous avez, les parlementaires de droite,
les soutiennent, on va dire, moralement. Et par exemple, quand vous allez voir l'attaque de la rue d'Henri-Raymond, vous avez Alexandre Millerand va lancer une collecte pour la famille des victimes. Vous avez également, et aussi, on va autoriser les mouvements de droite, on va recycler beaucoup de cadres. Par exemple, quelqu'un comme Tixier-Vinancourt, qui a été candidat à la présidentielle en 1965. Il a commencé son chemin à l'Action française, il va devenir membre, il va devenir député des Basses-Pyrénées sous l'étiquette Fédération républicaine. Ah Quelqu'un oui. aussi comme Georges Rion, qui vient des JP, il me semble. Vous allez avoir quelques personnes aussi qui vont venir du faisceau, même si c'est un peu plus rare. Donc, ça existe. Je précise également que la ligue qui fournit le plus de cadres, ce sont les Jeunesses patriotes, pour 2 raisons. C'est que, premièrement, numériquement, ce sont les plus importants, mais aussi parce qu'ils sont aussi les plus «modérés» entre guillemets. Donc il y a aussi une proximité, mais il ne faut pas non plus croire qu'il y a uniquement des liens uniquement avec les ligues les plus modérées. Par exemple, vous avez la section du Havre du centre centre de propagande des Républicains nationaux, une organisation de bon, j'ai pas le temps de développer, mais une organisation, on va dire, de droite parlementaire pour aller très vite, est fondée par un membre des francistes, du Ah, parti franciste, qui est un parti vraiment le plus radical parmi toutes les ligues, clairement un parti fasciste. Sur ça, autant il y a des débats sur l'existence d'un fascisme français ou non, autant le parti francisme de Marcel Bucard, il n'y a aucun débat là-dessus. oui. Donc il y a C'est les aussi des fascistes liens avec français. l'extrême droite la plus radicale, s'il faut en avoir rendre compte. Et et donc c'est cette relation qui va se mettre là. Et vous avez également un autre phénomène, qui est un phénomène de double appartenance. Vous avez des députés qui sont membres des partis de droite des partis de droite parlementaires et qui sont à la fois des ligues. Et par exemple, vous avez entre, 50 et 80 députés qui, au sein de la période, ont eu leur carte, au qui ont eu leur carte au Dans JP, aux les Jeunesses JP. patriotes, et vous en avez eu 47 qui ont eu leur carte aux Croix de Feu Ah, c'est ou pas aux mal. volontaires nationaux qui voilà. Donc il y a aussi des liens et voilà, il y a également, des liens dans ça. Et par contre, il faut aussi noter une chose, je parle des ligues, mais ce ne sont absolument pas les seuls à manifester contre, le cartel des gauches. Et il ne faut pas oublier le rôle des associations antifiscalistes et des associations, professionnels. Par exemple, vous voyez sur le graphique, vous avez, les manifestations en vert. Et bien ça, en fait, vous voyez qu'elles commencent à la fin de l'année 1925 parce qu'en fait, le cartel des gauches, on n'est plus sur le thème de l'antibolchévisme et de la laïcité. C'est désormais sur le thème de l'antifiscalisme parce que le cartel des gauches a un projet d'impôt sur le capital. Et donc là, ce sont les commerçants qui vont se mobiliser. Évidemment, les ligues soutiennent, mais donc aussi, faut pas que avoir l'œil rivé uniquement sur les ligues, car ça peut cacher le reste. Donc il faut faire attention avec ça. Et donc, on va pouvoir passer à la suite maintenant, c'est-à-dire les ligues ont été au pouvoir en France. Ça surprend, mais oui, les ligues ont été au pouvoir en France, hein. Ça parce qu'en 1926, je le dis, c'est Poincaré, qui arrive au pouvoir dans un gouvernement d'union nationale, donc qui va, de la fédération républicaine jusqu'aux radicaux. Mais en fait, comme sous le bloc national, en fait, les radicaux ont un peu la part du lion pendant que la fédération républicaine, donc qui est le parti le plus à droite, heu, ben, ils se contentent un peu des restes. Voilà. Bah, le parti Les radical qui radicaux restent reste, au centre de la vie politique. le parti radical qui reste quand même le pilier de la vie démocratique, dans le système de coalition qu'est la Troisième République. Tout à fait. Et là, ben, en fait, j'avais dit au tout début que l'une des caractéristiques des ligues, c'est, d'avoir une mobilisation très épisodique. Et si vous lisez l'Histoire des droites, sous la direction de Jean, Sirinelli, il vous dit: «Après 1926, les ligues, elles s'effondrent. Il y a plus rien, voilà». Et effectivement, on voit que le faisceau disparaît heu, d'une parce que les financiers arrêtent, de lui donner de l'argent, c'est vrai. Aussi, il y a, des problèmes internes. Vous avez l'Action française qui, à la suite de la condamnation du pape, s'effondrent aussi, ils perdent près de la moitié de leurs adhérents. Vous allez avoir la Fédération nationale catholique qui arrête son activité ligueuse. Donc on pourrait se dire effectivement, bon, les ligues, c'est bien pour s'opposer, mais finalement, elles ne savent pas être au pouvoir. Mais en fait, ça, c'est un peu faux.
C'est un peu faux parce que déjà, vous voyez que la Fédération nationale catholique, elle disparaît pas, elle se transforme. C'est-à-dire que certes, elle ne mobilise plus dans la rue, mais elle va toujours, exister pour influencer les parlementaires catholiques. Et vous regardez l'apogée des jeunesses patriotes, ce n'est pas 1926, c'est 1931. Pour donner une idée, en 1926, elles ont à peu près 100 000 adhérents. En 1931, elles en ont 150 000. Donc les jeunesses patriotes ont progressé durant cette période. Donc c'est pas du tout la fin des ligues. Les ligues vont la ligue, c'est un modèle qui est souple. Ils savent s'adapter. C'est pas du tout un modèle rigide. Et Ça, que bah, vont faire des et donc comment va évoluer justement la relation qu'on a vue entre, les ligues, entre la droite les droites radicales et la les droites parlementaires? Eh bien, ça dépend. L'Action française, à partir de 1926, va être un peu mis à l'écart. Alors, c'est pas complètement vrai, il y a toujours des contacts, mais elle va être progressivement mis à l'écart. Vous avez, en 1926, Henri de Kérélis qui va la qualifier de parti du désordre, par exemple. Et en 1928, Tétinger, qui auparavant, on va dire, tolérait qu'il y ait, en 1924 et 1926, il y avait une très grande coopération entre les ligues. Une coopération, vous avez, l'Action française donner des coups de main, a pu assurer le service d'ordre de réunion des jeunesses patriotes, donc il y a eu une coopération. Mais là, indépendamment de la condamnation du pape qui évidemment a beaucoup, touché l'Action française, les jeunesses patriotes ont une stratégie de de notabilisation et donc vont décider de, se couper de l'Action française, de les mettre à l'écart. Et donc et vont énormément aussi modérer leur discours. Et vous avez par exemple dans un discours en 1930, Tétinger abandonne au moins la rhétorique anti-parlementaire. Il dit: «Oui, nous acceptons le régime parlementaire». Alors certes, heu, on veut lui donner on veut renforcer le pouvoir exécutif, mais toujours dans un cadre parlementaire. Donc, vous avez une modération des ligues, ou du moins d'une ligue qui est les Jeunesses Patriotes, et vous avez en revanche, vous allez avoir une certaine radicalisation des partis dits modérés. Et par exemple, si vous connaissez évidemment l'expression camp national, eh bien, l'expression date de là, en fait. Parce que les partis qu'on appelait de droite, qu'on appelait auparavant les modérés, vont commencer à s'appeler les nationaux. L'expression camp national, ça date de là. La droite commence à s'appeler les nationaux et non plus les modérés. Et ça donne des choses assez étranges. Par exemple, vous avez, parce que Pierre Tétinger, contrairement à ce qu'on croit, il ne va pas forcément toujours occuper l'aile droite de la coalition parlementaire. Donc Tétinger, je rappelle qu'il est député. Vous avez plusieurs, dizaines de députés qui ont leur carte aux Jeunesses patriotes, mais il n'est pas forcément à l'aile droite de la coalition. Et par exemple, il va soutenir, la ratification du plan Young, donc qui est avantageux pour l'Allemagne en 1926. Il va également soutenir Tardieu lorsque celui-ci va vouloir évacuer la Ruhr, alors que Louis Marin, qui est le vieux notable conservateur, classique, libéral, lui va s'y opposer. Et donc, c'est pas, forcément les ligues n'occupent pas forcément sont pas forcément les plus extrêmes. Et d'ailleurs, vous avez, cette lettre que je trouve personnellement, assez drôle, de Pierre Tétinger qui, en 1931, écrit à Louis Marin: «Nous ne pouvons admettre une collaboration avec certains éléments d'extrême droite». Je trouve que c'est, assez amusant. bah, en fait, Il est bien placé pour en parler. une partie des ligues et des personnes issues des ligues qui ont pu, avoir une influence plus concrète, sur la politique, ont cherché à se respectabiliser et s'électoraliser en fait, au sein du système, si j'ai bien compris. Tout à fait. Et par contre, la relation continue, c'est-à-dire que dans les législatives de 1928 puis de 1932, les ligues sont évidemment au cœur de la campagne et voilà. Et vous avez leur personnel, le personnel des ligues, des jeunesses patriotes, mais pas que, je l'ai dit, commence à arriver dans les partis. Et il n'y a pas que l'AFR. Je parle beaucoup de la Fédération républicaine, mais le parti de centre droit de l'époque, qu'on appelle l'Alliance démocratique, est aussi concerné. Vous avez quelqu'un comme par exemple Charles Trochu. Heu, Néanmoins, donc là, vous avez le tableau. On a également les croix de feu qui apparaissent là. On a souvent l'image des croix de feu Ah! comme une organisation qui va s'opposer au pouvoir, qui factieuse. Bah, en fait, les croix de feu s'engagent dans l'action politique en soutenant le gouvernement. Les premières manifestations de croix de feu sont des manifestations de soutien au gouvernement. D'abord au gouvernement de Tardieu, puis au gouvernement Laval, qui sont des gouvernements, de centre droit. Et par exemple, vous allez avoir une manifestation au printemps 1932. Vous avez, Larocque et
et va rassembler des milliers de croix de feu pour soutenir, Tardieu qui allait négocier, un traité international, par exemple. Attends, Donc attends, les croix de pardon, feu, un gouvernement de droite mené par Laval? Mais Laval, il est radical socialiste. heu, radical socialiste, toujours près du beurre. Toujours près. Bon après ça reste Laval, mais Oui, quand même. donc vous avez donc tout ça pour dire que les ligues vraiment soutiennent le gouvernement à cette époque-là, sauf l'Action française évidemment, mais eux, un certain nombre de problèmes. Donc on voit que le modèle n'est pas du tout figé et aussi que les ligues parviennent aussi à l'opposition. Mais évidemment, ça a ses limites parce qu'il y a une critique qui revient toujours, c'est que le gouvernement n'en fait pas assez, ne va pas assez loin, évidemment ça critique. Et aussi, je vous avais dit, rappelez-vous que les partis de droite parlementaire tentaient de se moderniser. Et c'est le cas. Et vous allez avoir, par exemple, Louis Marin dont je parlais, va fonder un mouvement de jeunesse pour, la fédération républicaine. Il va également tenter de discipliner les députés du parti qui auparavant étaient, divisés en plein de groupes parlementaires différents. Donc il y a une mo la les ligues le fait que les ligues soient intégrées au dispositif des droites ne veut pas dire que les partis préexistants ne se modernisent pas. Au contraire, ils se Mmh. modernisent beaucoup. Bah, Heu, ils assimilent des méthodes et des idées, justement pour tout à fait, tout à rester à fait. jour. Tout à fait, et les ligues aussi participent à cette tentative de modernisation des partis, et notamment Pierre Tétinger, en 1930 lors du congrès de Marseille des Jeunesses patriotes, va appeler à la création d'un, grand parti conservateur sur le modèle britannique, Mmh. heu, qui irait des radicaux jusqu'aux Jeunesses patriotes, Oh et il faut putain, pas savoir que c'est pas du tout une idée qui vient de lui, c'est une idée qui est défendue aussi par Henri de Kérélis, qui est un parlementaire, de la Fédération républicaine, et aussi, Paul Reynaud. Parce ouais. que le modèle de la droite à cette époque-là, c'est le Parti conservateur britannique. Ah bah C'est eux. oui. Ils veulent copier ce qui se fait en Grande-Bretagne. Vous avez, Henri de Carolis qui va faire un voyage en 1926 là-bas. Donc c'est vraiment, leur modèle, c'est on va faire un parti conservateur, en Grande-Bretagne. Bah, après en Et Grande-Bretagne, ils sont dans le tripartisme alors qu'en France, c'est très fracturé, hein. On a le centre droit libéral, enfin libéral avec l'Alliance démocratique, la droite classique avec la Fédération républicaine et le centre gauche avec les radicaux. C'est chaud quand même de vouloir mettre les radicaux avec les conservateurs, oui, bon, c'est la politique de la Troisième République, c'est un peu spécial. ouais. Donc voilà, et donc, voilà. Heu, oh putain, tu m'as fait perdre le fil. Ah désolé. Bah, Et du donc ils voulaient créer un gros parti à la façon Tories. oui, voilà, et alors Pierre Marin, justement la les on que certes, ils veulent moderniser les organisations, mais pas forcément de la même manière parce que Louis Marin, au contraire, lui, veut profiter de la modernisation pour asseoir son autorité sur la fédération républicaine. Donc on voit déjà qu'il y a une contradiction. Puis ensuite arrive donc là, les ligues ont été au pouvoir, voilà, tu peux passer, l'étape suivante, et déjà on peut voir déjà qu'est-ce que c'est une ligue d'un peu plus près? Comment ils se représentent eux-mêmes? Alors une ligue, les ligues nationalistes, là je vais pas forcément faire sous l'ordre chronologique. Déjà j'ai dit les effectifs, c'est, 150 000, c'est 150 000, ligueurs, ça c'est une estimation typiquement de quelqu'un comme Robert Soucy, d'un historien comme Robert, Soucy par exemple, et on peut estimer que ça monte jusqu'à 250 000, au plus haut, c'est-à-dire au lendemain du 6 février 1934. Et là, je vous ai mis, 2 photos, qui sont très différentes. Là, vous avez, les Croix de Feu, et qui est, on va dire, l'organisation la plus modérée. C'est une association initialement d'anciens combattants, et on voit qu'ils portent un brassard, ils défilent en rang certes, mais il n'y a pas d'uniforme, il n'y a pas, de drapeau, on va dire, autre que le drapeau français, il n'y a pas d'insigne particulier. Ensuite, vous avez la, réunion, du parti franciste, et là, vous voyez clairement, c'est copié de l'imagerie fasciste. C'est clairement, et c'est assumé comme tel. Vous avez des uniformes, comme tel, c'est militarisé. Vous avez même des entraînements au tir. Donc c'est vraiment des ligues qui sont très différentes, on le voit. Heu, il faut également noter, c'est que, plus vous êtes radicaux, moins vous avez d'adhérents. C'est-à-dire que les Croix de Feu vont avoir jusqu'à, 800 000 adhérents. Ah oui, ça Le va être parti énorme. franquiste dont je vous parle, alors les estimations varient beaucoup, mais très grand maximum 20 000 membres, et c'est sans doute, un peu surestimé. Voilà. En même temps, c'est des Donc fascistes à la française. Le fascisme, c'est pas super populaire en France, quoi. ouais. Donc
Après, globalement, l'implantation des ligues également, c'est un peu voir. Alors, les ligues, il y a un tropisme parisien. Sous le cartel des gauches, vous avez un tiers des manifestations, un tiers du total des manifestations ont lieu à Paris Mmh. ou dans la banlieue. Donc il y a un tropisme parisien. Il y a aussi un tropisme urbain qui néanmoins va s'améliorer avec le temps parce qu'au fur et à mesure de la période, vous allez avoir un vrai travail d'implantation dans le milieu rural, qui va être fait, notamment de la part des Croix de Feu, mais pas uniquement. Donc évidemment, ce n'est pas parce qu'il y a un tropisme urbain que, il y a pas de ligue, n'est pas présente dans le milieu rural. C'est une tendance générale. Attention. Globalement, si on veut, avoir l'implantation des ligues, vous avez, les zones frontalières, du nord-est. Le nord-est, c'est la zone. Vous avez, la vallée du Rhône plus, la région parisienne. C'est globalement les zones fortes d'implantation des ligues. Évidemment, il peut y avoir quelques exceptions ou autres. Donc voilà. On voit également il faut également noter, quelque chose qui rend difficile l'estimation du nombre total de militants, c'est la très forte présence de double adhésion. On estime il y a une thèse récemment, d'Antoine Limard qui est sortie, il estime à un tiers le nombre de militants qui ont des liens dans les 2, qui ont Dans plusieurs cartes, ouais. plusieurs cartes, voilà, plusieurs cartes dans plusieurs mouvements et il y a quand même comme il n'y a pas forcément, à l'exception de l'Action française, d'idéologie bien fixée, ça facilite les transferts, en fait. Ça Mmh. facilite il y a le sentiment quand même d'appartenir à un même camp dans la base et ce qui n'est pas du tout le cas par contre, pour les cadres, pour les chefs. Car les chefs, eux, sont très jaloux et sont dans une forme de concurrence entre eux. Parce qu'évidemment, on tente de retenir le plus de militants et c'est une préoccupation constante pour les ligues. C'est des fois, on va coopérer avec le voisin dans l'espoir aussi d'en tirer un bénéfice. Par exemple, je vous avais dit pour les JP et l'Action française, se donner des coups de main, mutuellement pour déployer leur propre propagande, mais aussi parce qu'avoir des liens avec le voisin, avoir des personnes qui ont la double appartenance, c'est toléré. C'est pas autorisé, mais c'est toléré. Et pourquoi? Parce que ça permet d'espionner le voisin. Mmh. Donc c'est aussi ça et en même temps, il y a une concurrence parce qu'on tente à chaque fois d'attirer les gens vers nous et par exemple, vous avez des périodes où, ça alterne, les relations entre les ligues évoluent et par exemple, en, 1934, vous avez, les Croix de Feu vont interdire la double appartenance à l'Action française. Ce qui veut dire que c'était autorisé ou du moins toléré avant et s'ils le font pour l'Action française, ça veut dire que ça reste pour les autres, ça reste plus ou moins toléré aussi. Et Ça f et ça peut être important, par exemple, vous avez, la section de 7 des Croix de Feu, c'est 15 de ligueurs d'Action française. Ce qui veut Mmh. dire quand vous connaissez les effectifs de l'Action française sur place, la quasi-totalité des ligueurs de l'AF sont membres des Croix de Feu. Donc ça vous donne aussi une image. Aussi, il faudrait aussi parler, donc là j'ai parlé en termes de sociologie, heu, c'est des mouvements de classe moyenne. Évidemment, c'est à nuancer, selon les ligues, mais globalement, ce sont des mouvements de classe moyenne, en notant que les mouvements les plus radicaux que sont, la solidarité française et le francisme ont ont une meilleure implantation populaire, mais ça reste quand même des mouvements moyennes. Bah, Vous vu que avez ce sont également l'Action surtout française en a milieu aussi urbain, c'est normal a priori. oui, voilà, plus en milieu urbain donc vous avez surtout des classes moyennes commerçantes et des professions libérales. Le cœur des ligues, ce sont les professions libérales. Et d'ailleurs, ce qui est à noter, c'est que c'est vous avez une assez bonne représentation des professions libérales, y compris chez les cadres. C'est-à-dire que les cadres, c'est pas, on a parfois, un effet de source qui est de dire que pendant longtemps, on a considéré que, les cadres, c'était tous, des bourgeois ou des aristocrates catholiques. Quand on regarde le tableau, il n'y a pas une si grande surreprésentation que ça. Aussi, on pense souvent les ligues au masculin, mais en fait, vous avez un nombre important de femmes qui militent dans ces mouvements. Heu, Ah, alors évidemment, ça varie beaucoup, mais on peut retenir le taux de 15 à 20 et 15 à 20 de femmes. elles vont en manifestation? Alors, bonne question. Alors, le militantisme, il y a une ségrégation dans le militantisme. C'est-à-dire qu'elles ont généralement il y a des sections féminines, généralement. Mmh. Heu, C'est-à-dire, par exemple, vous avez les dames, royalistes de l'Action française, vous allez avoir les sections féminines, dans les Jeunesses patriotes. Vous avez parfois des ligues exclusivement féminines, comme par exemple la Ligue d'action catholique, qui est une qui est une,
ligue entièrement féminine. Et elles militent, alors elles ne font pas service d'ordre, évidemment, mais elles ont Non, ce non, serait, mais c'est comme ce ça dans serait le rôle, métal. c'est comme ça que le rôle est conçu, mais c'est comme ça que le rôle est conçu. Ce Mais serait excellent. mais après, par contre, elles peuvent participer au défilé et notamment au défilé de Jeanne d'Arc, par exemple. À la fête de Jeanne d'Arc, c'est-à-dire t le 2e dimanche de mai, elles y participent beaucoup. C'est pas systématique, mais elles peuvent y participer. Heu, on a même le cas de certains rapports de police qui disent qu'il y a des manifestations où elles sont même parfois majoritaires, donc des fois ça Oh. existe. Aussi, évidemment, la part de femmes varie beaucoup, ce qui fait que quand, vous avez 15-20 au niveau national, vous avez certaines sections qui sont quasi exclusivement féminines. Vous avez des fois, ça tient grâce aux femmes. Alors les femmes sont généralement épouses de ligueurs, voilà, ou Oui, pro bah, enfin, c'est une voilà, affaire de famille. il n'empêche pas que vous avez certaines sections où elles sont plus présentes que d'autres. Et généralement, elle, s'occupe aussi beaucoup de l'aspect social des ligues, des œuvres de charité, notamment chez les Mmh. Croix de Feu, mais pas uniquement. Les Cet soupes aspect-là est un peu moins populaires, développé chez eux. tout le tissu Donc ils vont associatif, en s'occuper fait. des soupes populaires, oui, heu, mais aussi elles participent complètement à la propagande du parti. Ça, par contre, faut pas du tout croire qu'elles étaient cantonnées à faire la cuisine lors des kermesses du parti, pas du tout. Elles ont un rôle très actif de collage d'affiches, de distribution de tracts et vous avez même certaines réflexions stratégiques au sein des ligues sur dans quel cas ça pourrait être utile, ça pourrait être judicieux d'envoyer des femmes plutôt que des hommes? Par Mmh. exemple, aux Jeunesses patriotes, on dit: «Si vous voulez toucher des ouvriers, vu que les femmes, s'occupent, assez généralement d'œuvres de charité ou autres, on pourrait les envoyer, car elles peuvent les connaître». Vous Mmh. avez ce genre de réflexion-là. Donc les femmes ont une place au sein des ligues et il ne s'agit pas de il faut pas l'oublier, c'est aussi des mouvements comme ça. Bah, c'est un monde Heu essentiellement masculin, mais les femmes ont quand même leur place. Tout à fait. Et il faut noter aussi que la sous-représentation des femmes dans les mouvements politiques est pas du tout le propre des droites à cette période. Je rappelle qu'à l'époque, les femmes n'ont pas le droit de vote, donc c'est pas Mmh. une évidence non plus de les intégrer forcément, à une organisation politique. Donc voilà, on peut passer là. Ensuite, on arrive à la dernière, période des ligues, c'est après le retour du cartel des gauches au pouvoir en 1900. Et bien là, on a, un renouveau qui est assez paradoxal des ligues parce que les jeunesses patriotes commencent à diminuer, en fait. Par exemple, on constate qu'il y a un déclin en termes d'effectifs au départ. L'Action française retrouve pas forcément sa vigueur. Donc on peut se dire aussi que forcément vous voyez le schéma de Jean de Cyril Ligny qui disait: «Oui, les ligues, elles ne sont fortes que dans l'opposition». On voit qu'en 1932, ben, elles ne retrouvent pas tout de suite, du poil de la bête, hein, c'est progressif. En revanche, vous avez une ligue qui directement est très active, c'est les Croix de Feu, qui en Mmh. fait, ça s'explique pour une raison assez simple. Initialement, les Croix de Feu, c'est une organisation assez élitiste, c'est-à-dire qu'il faut des conditions très strictes pour entrer. Il faut avoir été ancien combattant, il faut, avoir reçu, une décoration ou une citation, voilà, c'est élitiste. Mais, Larocque va créer des organisations annexes, comme par exemple les volontaires nationaux, qui va permettre d'intégrer beaucoup plus de monde à la ligue, ce qui va, finalement permettre faire exploser l'effectif. On a plusieurs centaines de milliers de membres. Mais c'est C'est ça, énorme. il me semblait bien que Larocque avait réformé les Croix de Feu quand il était devenu, président. C'est pas fait tout de suite, ça se fait progressivement. Oui. Les volontaires nationaux, je crois que la fondation en 33, il me semble. Voilà, donc c'est pas tout de suite. Mais donc on a ce dynamisme-là et c'est vraiment l'affaire Stavisky qui va relancer l'activité ligueuse et ça commence non pas le 6 février 1934, mais le 9 janvier 1934 où, pour la première fois, l'Action française organise une manifestation. Et progressivement, les autres ligues vont s'y joindre. Ça se passe essentiellement à Paris, mais vous avez aussi 9 villes de province qui sont concernées. Donc progressivement, la pression monte et finalement, vous allez avoir le gouvernement Chotan qui va, heu, qui va tomber sur cette affaire. Donc là, encore une fois, on voit que les ligues ont une capacité de mobilisation et le 6 février 34, en fait, qu'est-ce que c'est? Alors c'est le soir où le gouvernement Daladier doit être investi. Mmh. Et vous n'avez pas du tout que les ligues et en fait, c'est pas une soirée des ligues, en fait, c'est pas une soirée des ligues. Parce que déjà, ça fait un mois que les ligues manifestent, mais vous avez aussi des organisations comme des organisations professionnelles, comme par exemple la Ligue des contribuables qui va manifester. Vous avez les anciens combattants, comme par exemple l'Union nationale des combattants. Mais ils manifestent tous à part, en fait. Alors je vais pas refaire, les événements, bon c'est un il y a des,
plus d'une dizaine de morts, c'est horrible. On sait qu'il n'y a, pas de volonté des ligues de prendre le pouvoir. La plupart des chefs ne sont pas sur place et d'ailleurs quand on regarde les morts, il y a, très peu de militants expérimentés des ligues, en fait, qui décèdent. La plupart, il y a pas de cadre, en fait, qui à part, des ligues, donc ils n'étaient pas présents ce soir-là. Il n'y a pas de plan pour prendre le pouvoir. Voilà. Delarocque était pas présent, Ils étaient pas présents en manifestation. Ah d'accord, Néanmoins, il me on semblait. voit que, voilà, voilà, heu, donc ce qui est intéressant, en revanche, c'est l'après 6 février, ce qui se passe. Ce Ah bah, qui ça se va faire mal, passe, hein. c'est ce qui se passe, on voit déjà que les ligues reprennent du poil de la bête. C'est-à-dire on a une très forte hausse des adhésions dans toutes les ligues. Que ce soit, l'Action française, que ce soit les Croix de Feu, les Jeunesses patriotes, toutes les ligues en profitent. Vous avez une forte hausse des adhésions et on voit également que le rapport de force avec la droite parlementaire commence à s'inverser. Pas complètement, mais ça commence. Parce qu'il y a une commission parlementaire qui est créée pour savoir ce qui s'est passé et vous avez 17 députés de droite qui y siègent. Alors certains sont directement membres des ligues, c'est le cas du pasteur Soulier, Sur mais combien de députés dans cette commission? une quarantaine, je crois qu'il y a 43 membres de mémoire et ils sont 17 D'accord. à peu près. Et là, vous allez voir quoi? Les ligues vont faire pression sur les parlementaires pour qu'ils défendent leur version et la plupart d'entre eux vont démissionner, parfois sous la pression, parce qu'ils reçoivent des lettres des ligues en disant: «Oui, vous devez nous soutenir, on est là» et progressivement, les droites parlementaires se réapproprient le 6 février. En 1900, alors juste après le 6 février, elles disent: «Oui, quand même, c'est scandaleux ce qu'on a fait». La plupart, ils étaient bien intentionnés, voilà et progressivement, elles vont vraiment se le réapproprier en les qualifiant de héros et de martyrs, y compris des modérés comme Flandin, par exemple, qui est le président de Ah l'Alliance oui, démocratique, vont dire: «Mais oui, c'est scandaleux, oui, ce sont les nôtres». Voilà. ah Les oui, quand droites même. parlementaires sont tenues en partie par les ligues aussi. Et OK. d'ailleurs, c'était visible avant même le 6 février 34 puisque vous avez 47 élus de droite, soit des députés, soit des conseillers municipaux qui ont participé aux manifestations, mais elles étaient pas sur la place de la Concorde. Mmh. Donc on voit que le la pression des ligues permet aussi de faire des fois plier la droite parlementaire et ça c'est nouveau et va ensuite, on pourrait se dire aussi que les ligues ont franchi un pas avec la création le, 7 mai, 1934 du Front national. Le Front national, Le qu'est-ce que premier c'est? Front national. Tout à fait et le Front national, qu'est-ce que c'est? Alors, ce n'est pas un parti, c'est pas un mouvement, mais c'est une organisation pour se coordonner et vous allez avoir, les Jeunesses patriotes, la Solidarité française qui vont avec, des associations d'anciens combattants qui vont se réunir et pour mieux faire pression sur les députés, c'est le Front national qui écrit aux parlementaires de droite de la commission pour leur dire: «Attention, on vous surveille», mais également qui va organiser des réunions communes sur quelques thèmes. Ça n'enlève rien à l'autonomie de chacun des mouvements. Voilà. Néanmoins, ça va échouer. Ça va échouer pourquoi? Parce que déjà, vous avez une grande partie des bases militantes sont déçues, sont très déçues parce qu'il y a une base, on va dire, factieuse. Une partie des militants sont des factieux. Ils voulaient dire: «On doit aller plus loin». Car ce qu'a révélé le 6 février 34, c'est qu'il y a pas de vraie volonté, de prendre le pouvoir par la force de la part des ligues, mais aussi il Mmh. y a pas de plan. C'est-à-dire que les ligues n'ont pas de véritable programme. Elles ne sont pas prêtes à prendre le pouvoir et ça déçoit beaucoup de gens. Alors vous allez avoir 2 analyses qui vont faire. Une partie, c'est des cas comme Joseph Darnan, par exemple, ou quelqu'un comme Darquier de Pellepoix, qui, seront d'ailleurs 2 collaborationnistes, Avec des bons absolus, noms, ouais. des ordures au passage et ces personnes-là vont dire: «Mais attendez, il faut qu'on vraiment organise le coup d'État» et donc certains, par exemple Joseph Darnan va, être membre de la CAG Bah, c'est terroriste ça la qui va dire: cagoule. «On va vraiment aller loin». Donc il faut vraiment jusqu'au bout. Mais vous avez aussi toute une partie qui se dit: «Bon, c'est peut-être pas le bon moyen» et la Ligue a peut-être fait son temps comme modèle. Et donc vous allez avoir cette réflexion stratégique qui est mise en place, heu, vous allez avoir cette réflexion stratégique qui est de: «Est-ce que la Ligue, c'est pas, ringard, c'est pas passé de mode? Il faut pas aller vers autre chose». Mais néanmoins, les ligues existent toujours. Vous avez également un troisième phénomène, c'est que Larocque veut jouer sa carte personnelle et il a raison, enfin les faits lui donnent raison Eh en oui. ce que c'est lui en fait, il parvient à rallier tous les modérés des autres ligues. Vous voyez, les jeunesses patriotes notamment perdent beaucoup d'adhérents, heu,
après un pic, le 6 février 34, il perd des adhérents et la plupart viennent aux Croix de Feu. Parce que la ROC parvient à, attirer, voilà, et il joue la carte un peu de la modération. Ce qui lui est reproché, à l'été 1935, les volontaires nationaux sont pas loin de la scission tellement, de la ROC commence à se modérer. Donc Ça ratisse large. oui, voilà, il parvient à ratisser large et par exemple, vous avez, et il devient de plus en plus indépendant. Il refuse de rallier le Front national, mais il refuse aussi désormais d'obéir aux parlementaires. Il rompt cette relation. Ça se voit par exemple parce que André Tardieu, qui est un ancien proche de la ROC, le 8 novembre, 1934, il demande aux Croix-de-Feu de manifester pour soutenir le gouvernement Doumergue et la ROC répond: «Non, on fera une manifestation mais à nos conditions, c'est-à-dire le 11 novembre, on fera notre manifestation et à ce Ouais, moment-là, peut-être que oui, on ira saluer, Doumergue». ouais, Ça ça veut dire ça quoi? Ça s veut dire que ç globalement, ça se prépare à faire les cavalier à part, voilà, cavalier à part, quoi. tout à fait, c'est ça et alors Doumergue, je dois préciser, le cabinet, le gouvernement Doumergue qui est mis en place juste après les ligues, donne un peu d'espoir aux militants, parce Ouais, qu'ils se disent: «Ah, c'est peut-être notre tour, il va peut-être faire cette réforme de l'État qu'on attend». Mais pour des raisons que j'ai pas le temps de développer ici, il cette dure pas très réforme ne se fait longtemps, pas. hein. Voilà et donc Doumergue tombe donc en novembre 1934. On voit lors des municipales en 1935 que jamais les ligues n'ont été aussi présentes, à droite. Vous avez par exemple, au Havre, quand vous êtes les municipales du Havre, c'est un tiers des membres de la liste de droite qui sont des ligueurs. À Limoges, vous avez un quart des membres qui sont des Croix de Feu. Elles participent vraiment pleinement aux ligues, les Croix de Feu, les Jeunesses patriotes et même l'Action française y participent. Donc globalement, on voit vraiment bien la pression qui est mise sur les parlementaires, sur la droite parlementaire et vous avez toujours une certaine radicalisation de, la droite parlementaire qui se déroule en parallèle toujours, ce qui fait que vous avez parfois même des propos antiparlementaristes antiparlementaires assez durs de la part, des droites qui auparavant, sacralisaient un peu le parlement et c'est Des pourquoi on droites peut dire que parlementaires elles-mêmes. tout à fait. Et c'est pour ça qu'on peut dire que le 6 février 34, c'est du moins ce que défendent Olivier Dard et Jean Philippé dans leur dernier livre sur le sujet. On va dire, c'est un peu leur champ du signe, c'est-à-dire qu'elles atteignent leur apogée juste après, Mmh, mais finalement, elles n'ont plus ça montre les limites du modèle c'est et ça. le Front national, le modèle de la multi-appartenance sur des principes flous, typiquement, le Front national, c'est très révélateur. À sa tête, il y a Charles Trochu, c'est-à-dire quelqu'un qui est à la fois aux Croix de Feu, aux Jeunesses patriotes et à l'Alliance démocratique, c'est un parti de centre droit. Donc on voit vraiment, lui, c'est un peu il incarne un peu ça et donc c'est pour ça que dès l'année 1935, avant même la dissolution des ligues, on crée des partis. On abandonne le modèle ligueur. On a conscience que ça ne fonctionne plus et donc on crée des partis. Par exemple, le PSF, il est pas né en 1936, il est déjà en gestation en 1935. Vous allez avoir, Tétinger qui va, créer le Parti national républicain et social, en 1935. Vous allez, avoir également la, Solidarité française qui va créer le Parti unitaire corporatif français. Donc Oh le tout le nom. monde crée son parti pour participer aux élections. Alors ils ne seront pas prêts pour 1936, les ligues vont, jouer leur dernière partition à cette occasion, mais les ligues, lorsqu'elles sont dissoutes en 1936, en fait, elles s'en rendent presque pas compte, elles acceptent très bien cette situation. Il y a quasiment pas de contestation. Et généralement, les contestations, quand il y en a, c'est, on pavoise le drapeau, on refuse de signer un procès-verbal, des choses, qui restent dans le cadre de la légalité. Alors évidemment, il y a une toute petite partie qui est tombée dans l'action clandestine et terroriste avec la cagoule, mais la très grande Mmh. majorité accepte la transition vers un nouveau mode de fonctionnement parce que les ligues, certes, elles mobilisent dans la rue, mais elles n'ont pas de programme, elles sont incapables de faire pression sur une droite parlementaire qui reste très divisée et qui refuse de s'unir et enfin, elles sont incapables elles-mêmes de prendre le pouvoir par elles-mêmes. Donc ils créent des partis politiques et d'ailleurs, chose intéressante, lorsque la loi sur la dissolution des ligues est votée le 10 janvier 1936, vous avez une partie des députés qui appartiennent aux ligues qui votent cette loi. Par exemple, Ibarné Gary, par exemple, qui est le vice-président des Croix de Feu, a voté cette loi et ça montre bien qu'en fait, les ligues ont arrêté d'exister un peu volontairement. Parce Ils que voyaient que ça ne fonctionnait plus.
Ouais, elles étaient en Donc, fin de vie, elles ont commencé une mutation et finalement le Front populaire, de par les dissolutions, acte la fin de la période ligueuse. tout à fait. Donc, moi, j'en ai terminé, je vous remercie de m'écouter et je suis disponible, pour des questions, si vous en avez. Ouais, c'est ça. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Heu, en attendant, alors les questions à l'écrit, s'il vous plaît, que ce sera plus simple. Moi, j'aurais quand même une observation à faire. C'est très intéressant, ce que tu as dit en premier lieu, dans le sens où les ligues ne sont pas organisées, enfin, pas dans le sens, elles sont pas organisées. Elles n'ont pas de ligne claire, de projet politique particulier. C'est juste, elles défendent certaines choses, certains aspects. C'est comme si aujourd'hui, par exemple, en France, imaginons, on avait, heu, au hasard, un un mouvement, parce que ça m'a beaucoup fait penser au mouvement, hein, tous les trucs, qui s'appellent, mouvement, les patriotes, Génération Frexit, tous ces machins-là. Et bah, c'est comme s'il y avait, est-ce que Génération Frexit, dans son nom et dans son essence, ce serait pas un peu une ligue à la base? Une ligue, contemporaine? Non, le terme de ligue, est plus utilisé, pour les organisations qui datent, après. C'est d'ailleurs intéressant, mais je le dis, catégoriser une organisation comme une ligue est pas forcément simple et on le voit Mmh. par exemple, les ligues dont je parlais elles-mêmes présentent parfois elles-mêmes des candidats. C'est le cas de Jean Dit, quelqu'un comme Jean Dit par exemple, en 1936 est passé par l'AF, il est membre des Jeunesses patriotes, il se présente aux législatives. Donc la la frontière est pas forcément simple. Génération Frexit, je dirais c'est plutôt un lobby, mais la frontière est parfois floue. Oui, c'est ça. Voilà, la frontière est parfois floue, voilà. Heu, c'est généralement, on n'utilise plus le vocabulaire de ligue, heu, pour les organisations après la Seconde Guerre mondiale, on va dire. En tout cas, c'est assez rarement utilisé dans le vocabulaire commun, voilà. Donc je pense que le modèle est plus forcément adapté. Le terme est plus forcément adapté. Oui, c'est ça. Non, mais c'est juste dans les similarités que j'évoquais ça. Hem, du coup, quelles sont, par exemple, des revendications de ligue, pendant leurs manifestations? Comment? Quelles sont, des revendications types de ligue, par exemple, pendant les manifestations contre le Alors, premier cartel de gauche? les ligues ont très peu de revendications parce que, elles utilisent et leur mode, c'est plutôt la manifestation, ce qu'on appelle la manifestation procession. Le but d'une ligue quand elle manifeste, c'est avant tout d'affirmer son identité. C'est de dire: Mmh. On est ligueur, regardez ce qu'on défend, voilà». C'est pas tellement d'aller chercher un élu pour avoir des revendications très claires. Il y a quelques mots d'ordre évidemment, mais le but, c'est davantage d'exprimer des valeurs patriotiques, d'autorité, mais c'est pas vraiment de revendication dans ou alors c'est relativement rare. C'est davantage les organisations professionnelles qui ont ce type, comme les paysans, les commerçants qui peuvent avoir, ce type, de manifestation. Les ligues, très peu. D'accord, et est-ce qu'il y a des, slogans types, par exemple, pendant ces manifestations? Oh, ça varie beaucoup, globalement, ça varie beaucoup. On a le fameux «À bas les voleurs» lors du, 4, mais, Mmh. pas forcément, non, c'est assez varié, D'accord. Heu, donc à part l'Action française, est-ce qu'il reste encore certaines ligues ou mouvements, héritières ou héritiers des ligues en France? heu, héritier, direct, non. Ouais, il y a seule l'Action française, demeure sur ce point. Ouais, voilà. Bon, une question un peu troll, mais c'est vrai que, voilà, AZR, parle un peu de l'automobile, mais à l'époque, on est vraiment dans le développement de l'automobile privé, CF, la Fo les F enfin l'entreprise, de Ferdinand, enfin pardon, de Ford, Henry Ford aux États-Unis, qui va diffuser la voiture. En France, la voiture, elle est quand même pas très présente, à cette époque. Elle est pas présente même aux États-Unis, c'est-à-dire que globalement c'est d'ailleurs pourquoi j'ai dit que c'était une spécificité des ligues pendant très longtemps. C'est parce que les ligues ont du soutien des industriels, ont du soutien de la haute bourgeoisie, donc ils peuvent se permettre d'avoir des voitures. Il y a Ouais, également alors ce sont des mouvements de classe moyenne, mais eux aussi les des membres de la classe moyenne supérieure qui, eux, savent conduire, ce qui est pas évident à l'époque. Donc effectivement, c'est peu répandu dans la France des années 20 et des années 30,
Mais précisément, c'est un avantage sur leurs adversaires qu'ont les ligues, Oui, grâce à la clairement. fois grâce à leur sociologie et grâce à leur soutien. Oui. Bah, c'est ça se voit dans l'aspect de modernisation, tu parlais de la enfin, de la sonorisation. Ils utilisaient par exemple des micros et des alors je sais pas si on pouvait parler d'enceintes à l'époque, mais pour diffuser le son justement, un Si, peu l'ancêtre des camions, qu'on voit en manifestation avec les gens qui beuglent, dessus. oui, tout à fait, oui, c'est ça. Et à l'époque, ça change effectivement les choses. Ça peut paraître anecdotique, mais il faut comprendre que, avant ça, il y avait que la voix humaine, enfin la voix, ça c'est très limité, c'est forcément très Mmh. limité. Ouais, c'est ça, c'est Et ça alors qui est évidemment, ça va se répandre assez rapidement, la gauche va assez rapidement le faire. C'est vraiment la Fédération nationale catholique qui va généraliser ça. Ça veut dire aussi que tu as des personnes qui, même sans venir à la manifestation volontairement, vont entendre ton discours. Le voisin qui aime pas forcément, qui va pas dans la rue, va t'écouter aussi. Ça change vraiment les choses. mmh et Et je de précise également une chose, j'avais pas dit, c'est que lorsque la Fédération nationale catholique se mobilise, on est 20 ans après les inventaires. C'est-à-dire que les préfets qui sont en poste ont le souvenir de catholiques qui étaient beaucoup moins nombreux, qui étaient beaucoup moins impressionnants, mais qui ont quand même fait des émeutes. Donc imagine le préfet de Nantes lorsqu'il voit des dizaines de milliers de catholiques, bien organisés, bien encadrés dans sa rue. Le mec qui a peut-être lui-même, fait des inventaires d'églises, en allant compter les chandelles dans une église. Évidemment que, il est traumatisé et évidemment qu'il y a une grande peur que ça déborde. ouais, c'est ça, c'est impressionnant, en fait, tout ça. Tout à fait. Ouais, de fait, les ligues ont participé, tu as beaucoup utilisé le terme de modernisation, mais ouais, à la enfin, la modernisation, transformation, mutation, de la vie politique, de l'époque et surtout surtout des partis de droite. Alors Heu, alors c'est un débat qui existe. Est-ce qu'elles ont participé ou est-ce qu'elles ont freiné? Les 2 interprétations ah! sont possibles parce qu'on l'a vu, les partis de droite, même sans les ligues, tentent de se moderniser. Vous avez notamment l'Alliance démocratique et la Fédération républicaine qui ont fondé des organisations de jeunesse propres, qui vont tenter de développer leur propre maillage militant et les ligues, ce sont des concurrents, ce sont des partenaires, mais aussi des concurrents de ce point de vue-là Mmh. et on le voit également aussi que les ligues vont, du moins les jeunesses patriotes de Tétinger vont tenter d'imposer un grand parti conservateur dont évidemment elle serait le socle, Mmh. alors que Louis Marin a une autre vision des choses et donc ça va ralentir les actions communes, voilà. C'est un débat, objectivement, j'ai pas de réponse, c'est les 2 interprétations sont possibles. C'est ça, mais les ligues ont été vues comme, des moyens d'avoir une meilleure assise populaire et Tout à fait. au travers de ce que tu as dit avec Louis Marin qui essaye d'avoir une meilleure prise, sur la fédération républicaine. De fait, la fédération républicaine à l'époque était plus une espèce d'association enfin de députés, conservateurs libéraux, ce genre de choses, Oui. mais c'était pas un vrai parti structuré comme on a aujourd'hui avec une ligne directrice, plus claire. De toute façon, les partis comme on les a aujourd'hui, aucun n'existe à l'époque. Même pour le parti communiste, c'est voilà. Voilà, faut alors cette image du parti de droite qui n'est qu'une association de notables, faut quand même la nuancer. C'est-à-dire que certes, la base sociale, c'est quand même des notables, mais c'est quand même, plus structuré que ça, on va dire. Mmh. Voilà. Alors, on a une question en tiroir, sur le 6 février 34 parce qu'évidemment, c'est un sujet très important autour des ligues, heu et notamment, qui étaient les manifestants et pourquoi sont-ils sortis en l'absence de cadres? Alors je pense que les cadres, quand tu parlais de Ouais. cadres, c'était les Alors grands responsables du parti, il devait y ouais, c'est avoir des ça. cadres locaux. Ouais, alors le 6 février 34, alors déjà, les manifestants, c'est une bonne question. En fait, lors du 6 février, les ligues parviennent vraiment à élargir leur audience par rapport à leurs sympathisants habituels. C'est-à-dire que tu Mmh. n'as pas que des ligueurs, loin de là, lors du 6 février. Tu as Oui, vraiment, beaucoup de badauds notamment, une oui, bonne partie des morts, c'est juste des passants ou des curieux, voilà, des gens qui manifestaient même pas qui parfois ne manifestaient même pas. Donc ah, c'est terrible. ils parviennent vraiment à élargir leur audience, donc c'est vraiment une population de classe moyenne, conservatrice, parisienne, on va dire. C'est vraiment ça les manifestants et pourquoi ils sont sortis? Parce que tout simplement, il y a eu un appel à manifester. Mmh. Il y a eu un appel à mani les droites ont fait énormément de publicité pour ça, donc évidemment, ils sont sortis manifester. C'est pas Mais il y l'Action a pas forcément française qui avait besoin fait le d'avoir premier de appel? comment?
C'était pas l'Action française qui avait fait le premier appel à manifester, d'ailleurs? La très grande majorité des ligues le font, à l'exception du parti, franciste de Bucar. Ouais, bon, les francistes, ils valent pas grand-chose. Mais, donc, ouais. Alors donc pour la question des morts, tu as un peu répondu et sur la question de pas de volonté de prise de pouvoir. Alors ça peut se comprendre, dans le sens où il y a pas les dirigeants nationaux, mais, même au sein de l'Action française qui sont quand même, bah, ceux qui ont le plus de structure, en fait et Mmh. de projets, il y avait pas de volonté, claire, enfin genre Non, Maurras, il aurait été mis devant le fait accompli, il aurait fait: disons, «Bah non en fait». d'une part, du point de vue déjà personnel de Maurras, il y a, une peur bœuf de la guerre civile. C'est-à-dire Mmh. vraiment lui, il a vraiment peur que les Français se tirent dessus, il en a vraiment pas envie. C'est pour ça qu'il a autant soutenu l'Union sacrée, ou autre. Et aussi l'Action française, mais ça c'est notable, c'était déjà visible pendant en fait, il y a eu une affaire pendant la Première Guerre mondiale où, des journaux anarchistes ont accusé l'Action française de préparer un coup d'État royaliste. Il y a eu une descente de police et dans les locaux et ils ont dit: «Il y a que dalle». Bon, il y a que dalle, il y a rien, voilà. Et l'Action française a dit: «Ah regardez, il y a pas de on prépare pas de coup d'État, vous voyez?» Il y a une Mmh. partie des cadres qui se sont dit, des gens comme Louis Dimier qui se sont dit: «Mais on n'est pas censé préparer un coup d'État?» Oui! Voilà, donc vous avez une partie des cadres, en fait, c'est une critique récurrente de membres même de l'AF qui disent: «Mais en fait, on ne prépare pas ce que Maurras appelle le coup de force, c'est mal préparé ou du moins c'est pas pris au sérieux». C'est une Ouais, critique récurrente des membres même de l'AF, en fait. ouais, c'est Et ça, ça, c'est vrai, mais c'est par exemple, c'est Olivier Dahr lui-même qui dit ça, c'est que, lorsque Maurras a écrit un opuscule, je crois que c'est en 1910, je crois, «Si le coup de force est possible», ce n'est absolument pas un équivalent heu, de Que faire de Lénine. Ce n'est pas un plan détaillé, de prise du pouvoir. Globalement, si je veux résumer extrêmement simplement, s'il y a un membre de l'AF, qui m'écoute, il va dire que je dis de la merde, mais globalement, ce que dit Maurras, c'est qu'on va préparer l'opinion à accueillir la monarchie et ensuite on va trouver ce qu'il appelle un monk. Monk, c'est un général, britannique qui a restauré la monarchie anglaise après le régime de Cromwell. C'est-à-dire que vous allez avoir un homme qui, surgira, un haut placé qui va faire un coup de force pour établir la monarchie une fois que l'opinion sera prête. C'est ça mmh, globalement. d'accord, en gros, l'AF se voit plus comme faisant un travail de fond et appelant de ses vœux, l'opportunité de la restauration, quoi. Bon, Tout à fait. d'accord. Mmh. Eh bien, il semblerait qu'il y ait pas d'autres questions. Heu, alors j'en poserai peut-être une dernière, je sais pas si tu pourrais y répondre. Vu que il a été question là surtout des ligues, comme tu l'as présenté, des ligues de droite. Les ligues à gauche, à l'époque, alors hormis la Ligue des droits de l'homme par exemple, qu'est-ce qu'il y a en face? Très bonne question. Il y a des ligues, alors je me souviens plus forcément des noms, mais typiquement on pourrait considérer l'ARAC comme qui est une association d'anciens combattants communistes, mais qui de facto a le aussi est aussi une ligue et qui d'ailleurs va participer au Civil 34, même s'il y a des débats sur ce qu'elle a fait exactement. Donc il y a aussi, typiquement l'ARAC, une association d'anciens combattants. Vous avez également, des groupes, de combat antifascistes qui vont rapidement se développer au début des années 20 et qui vont C'est vrai. évidemment, régulièrement s'affronter, voilà. Donc non, vous avez des ligues à gauche, mais le terme est beaucoup moins employé. Oui, c'est ça, ils sont peut-être aussi moins Vous avez aussi la LICRA. nombreux, La ah LICRA est oui. fondée, en 1930, si je ne m'abuse. Vous avez la LICRA qui est fondée dans ces années-là. Ah oui, c'est vrai. Bon, sauf que eux, ils font pas vraiment des manifestations, ils font plus du lobbying, on va dire ça comme ça. À l'époque, ils font des manifestations aussi, donc voilà. Ah! Alors, bon, bah, ce sera la dernière question, je pense. Alors, est-ce qu'il y a eu des affrontements avec des représentants du cartel des gauches, lors du 6 février 34? Représentants des cartels des gauches, non, mais il y a eu des alors, c'est assez discuté, mais globalement, il y a eu des affrontements avec les communistes ce jour-là et surtout dans les soirs qui ont suivi, parce que les communistes vont faire beaucoup de manifestations entre le 7 et le 12 février. Donc là, il va y avoir, Oui, pas mal d'affrontements avec les communistes, pas vraiment avec les membres du cartel des gauches. Heu, Vous allez avoir en limite en province, comme par exemple à Lille, le 12 février 1934, je crois, ou dans les jeux autour de cette date, vous allez avoir des affrontements entre des socialistes, par exemple, et des militants nationalistes. Et ensuite, où on est dans une période où la violence est très utilisée par tous les bords politiques, et surtout à droite, il y a une vraie ça c'est aussi
un trait caractéristique de ces ligues, c'est une véritable il y a quand même une culture de la violence, quand même une culture de la Oui. force, l'apologie de l'armée, tout ça, qui fait qu'il y a quand même voilà. Donc les affrontements sont fréquents, mais contrairement à l'Italie ou à l'Allemagne, le niveau de violence n'a rien à voir. Par exemple, en 1932, en Allemagne, vous avez 400 morts dans des affrontements politiques. Wouah! France Ouais, en France, c'est l'exception. Ça arrive, bah, mais c'est un c'est bain de sang. l'exception. Ça C'est-à-dire, en c'est fait, globalement, les partis quand même, y compris les plus radicaux, à droite comme à gauche, veulent pas de la guerre civile. Ils disent: mmh. «Non, on va quand même se rappeler. On va quand même pas, aller jusque-là». Et c'est par exemple que vous avez quand même typiquement Tétinger, c'est ce que je vous disais. Tétinger, il tente de calmer le jeu après que ses troupes se soient fait, tirer dessus, par exemple. C'est ça, on est dans Alors une évidemment, il va y avoir une Tétinger va envoyer ses troupes pour, tabasser, des militants communistes, pour, briser quelques vitrines, mais globalement, il va dire: «Non, sortez pas les flingues». ouais, on est dans une époque de violence politique généralisée en Europe, mais on n'est pas à des niveaux aussi ridicules que l'Allemagne. En même temps, l'Allemagne est en crise, quasiment perpétuelle, les communistes sont forts, ils sont déjà forts à l'époque, plus que les communistes français, Oui. heu et ça se frite beaucoup parce qu'eux, ils ont eu l'héritage des corps francs, ce genre de choses, ils sont beaucoup plus à chaud sur la question. Mmh. Heu